des tractations secrètes avec le Qatar, un salaire exorbitant et un management agressif, aujourd'hui on plonge au cœur d'une enquête réalisée par le journaliste Laurent Mauduit pour le site d'investigation Mediapart. Il nous fait l'honneur de nous accorder cette interview en exclusivité pour évoquer donc les différents points de son enquête. On se retrouve tout de suite, juste après le jingle. Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très heureux de faire cette nouvelle vidéo aujourd'hui et surtout de recevoir voilà, un journaliste avec une très grande carrière. Bonjour Laurent Mauduit. Bonjour. Bonjour et merci de nous consacrer un petit peu de votre temps. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes donc journaliste, vous avez travaillé pour Le Monde, pour Libération, mais surtout en 2008, vous avez cofondé le site d'investigation Mediapart et le site donc pour lequel vous sortez cette enquête sur le tennis qui s'appelle Tsunami Social sur Roland-Garros. Et donc, voilà, avant de rentrer un petit peu plus en profondeur et d'évoquer directement le cœur de votre enquête, je voulais rappeler que vous avez aussi travaillé beaucoup sur l'économie, sur le capitalisme notamment, et sur la porosité entre les milieux d'affaires et le politique en fait. Et voilà, ce sont des thèmes qui ne sont pas non plus étrangers à ce qu'on va évoquer aujourd'hui et à ce qui se passe notamment dans d'autres fédérations comme le foot ou le rugby. Hein. Et avant aussi, je voulais préciser peut-être un petit point. Quel est votre lien finalement avec le tennis? Parce que vous avez aussi sorti d'autres enquêtes auparavant sur le tennis. Ben écoutez, le lien, c'est que voilà, donc je suis l'un des fondateurs de Mediapart. Moi, ma spécialité a beaucoup été, vous l'avez dit, la chronique du capitalisme parisien, ce que j'appelle par commodité d'expression le capitalisme de la barbichette. Je te tiens, tu me tiens, on se rend des services mutuels, une forme de capitalisme très français. Et puis, donc ça, j'ai fait ça, vous l'avez dit, à Libé, au Monde, longtemps, et je l'ai fait à Mediapart. Raconter les liens de connivence dans la vie des affaires avec la politique. Voilà. Et puis, il se trouve par ailleurs que j'ai, on ne se refait pas, une passion personnelle qui est le tennis, hein, qui était mon sport. Voilà. Et donc, j'ai eu envie de faire une incursion parce que il y a 4 ans ou 5 ans, j'ai découvert un rapport très, très choquant dont on pourra peut-être reparler tout à l'heure, réalisé par un inspecteur de l'Inspection générale de la jeunesse et des sports, qui détaillait les dérives à l'époque antérieure de la Fédération française de tennis. Et donc, comme voilà, j'étais passionné de tennis, je me suis immergé dans cette histoire. Et donc, du coup, une sorte de fil de la continuité, puisque j'ai chroniqué une affaire de détournement de billets de Roland-Garros. Hein, ce sont des biens publics en droit. Hein, une fédération a des missions d'intérêt général, elle reçoit des subventions publiques. Et donc, en droit, c'est un bien public. Et donc, voilà, mon enquête récente est le prolongement de ce travail depuis 4 ans ou 5 ans. Il y a d'autres confrères de Mediapart qui ont chroniqué les dérives de la Fédération française de foot, les quotas racistes dans le foot, d'autres le rugby, voilà. Et donc, moi, je me suis un peu spécialisé dans mon sport préféré. Vous êtes le monsieur tennis un peu de Mediapart. Je ne sais pas si Voilà. on peut le dire comme ça. Mais, Ouais. et donc, sur cette enquête, donc vous aviez peut-être les gens ont en tête le CV, notamment de Bernard Guidicelli. Il y a peut-être ça. C'était l'autre enquête un peu récente. Le salaire d'Amélie Oudéa-Castéra, on va en reparler. Oui. Et donc aussi, vous êtes, je crois, coprésident d'un club. Oui, j'aime pas, pour tout vous dire, j'aime pas trop en parler pour une raison que vous allez Okay. comprendre, c'est que je n'ai pas envie de prendre le club Bien sûr. dans lequel je suis en otage. Voilà, donc j'ai ma vie professionnelle, j'enquête. Par ailleurs, c'est vrai que je suis coprésident d'un club de tennis en Bretagne. Voilà, mais c'est voilà, par respect pour les adhérents du club, j'ai pas envie de m'approprier le club pour cela. Alors, on va tout de suite démarrer, voilà, évoquer votre enquête. C'est une enquête donc, qui se décline en plusieurs points, qui pointe plusieurs dysfonctionnements de la Fédération française de tennis, mais ces plusieurs points ont quand même un dénominateur commun. Ce dénominateur commun, c'est l'actuel président, donc Gilles Moreton. Pour qu'on comprenne bien, Gilles Moreton, il arrive à la présidence en février 2021. Et voilà, quelle est sa promesse de campagne et voilà, dans quel état il récupère finalement la FFT
sur quoi il se fait élire, Gilles Moreton? Écoutez, je vous dis comment moi je l'ai vécu. Je l'ai vécu peut-être un petit peu en amont, la campagne d'avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un candidat en fait qui était avocat, qui était un bon joueur de tennis, classé en seconde série, Alexis Gramblat, qui maintenant mène sa vie d'avocat. Je crois qu'il est arbitre au tribunal arbitral du sport. Et la campagne de Gramblat à l'époque, c'est pour une fédération française éthique. C'est le mot qu'il emploie, hein, sans arrêt. Et puis son logo, c'est une petite balle jaune avec écrit dessus pour une fédération éthique. Voilà, je trouvais que cette campagne était très très forte compte tenu des dérives de la Fédération française de tennis depuis de très longues années. Hein. Vous vous souvenez de la présidence de BIM, celle de Gachassin, qui avait beaucoup abîmé l'image du tennis. Je trouvais que c'était une campagne très forte, donc je l'ai suivie avec intérêt. Et puis ensuite, donc, il ne se fait pas élire. Et donc, Moreton arrive après coup, un peu, c'est comme ça que moi je le vis de loin, un peu comme l'héritier de Gramblat. Il surfe sur la question de l'éthique, sur la transparence, dit-il. Tout sera transparent. Et puis, il y a aussi un autre mot qui revient sans arrêt dans sa campagne pour se faire élire président de la fédération, c'est la bienveillance. Hein. Dans l'article que vous évoquez, là, récent, j'ai mis en ligne une vidéo d'Amélie Oudéa-Castéra, dans lequel elle-même emploie fortement ce mot de bienveillance. Voilà, donc il y avait donc une promesse très forte. Et donc moi je me suis dit, voilà, c'est l'héritier de Gramblat, il va y avoir une refondation d'une fédération. Et vous allez me dire, ce sont des mots communs peut-être à beaucoup de fédérations. Moi j'ai souvent trouvé que les fédérations sportives, donc qui encore une fois ont des missions d'intérêt général, sont souvent loin de leurs licenciés et que la démocratie interne est très faible. Les licenciés ne contrôlent pas leur fédération, pas vraiment, qui par ailleurs, lesquelles fédérations ne sont pas contrôlées ni par la Cour des comptes, une fois tous les 15 ans ou tous les 20 ans. Bon, voilà, je trouvais que c'était bien de parler d'un espoir de refondation. Alors, vous en parlez, ces deux mots finalement, l'éthique et la transparence, ces deux mots qui résonnent un peu en creux de cette enquête tout au long, parce que Ouais. on va en parler, c'est ce sur quoi en fait vous avez enquêté. Est-ce que c'est ça d'ailleurs la porte d'entrée de votre enquête? Est-ce que c'est, voilà, il a fait campagne là-dessus, moi vous aviez une intuition peut-être, ou alors c'est une source qui vous a mis sur la voie de commencer cette enquête? Non, c'est que j'avais tissé des liens avec beaucoup de contacts lors de mes enquêtes précédentes et j'ai eu plusieurs alertes de gens qui faisaient partie de mes sources qui m'ont dit la promesse n'est pas du tout tenue. Alors, chronologiquement, dans ce que j'ai découvert, il y a d'abord eu le salaire d'Amélie Oudéa-Castéra. Hein, ça, c'était assez simple, hein, j'ai pas de source. La seule C'est chose. même sorti avant cette enquête-là. Oui, j'ai fait un premier C'est un papier article avant. là-dessus, et la source est assez simple. C'est Oui, c'est la la Haute HATVP. Autorité pour la transparence de la vie publique met en ligne tous les éléments de fortune et de rémunération des ministres. Et donc, moi, par curiosité, je vais voir la déclaration d'Amélie Oudéa-Castéra. Et vous savez que la loi fait obligation à ce que les ministres déclarent leur rémunération sur les 5 années précédentes. Et là, je découvre, stupéfaction, qu'elle a une rémunération comme directrice générale pendant les 15 ou 16 mois où elle officie comme directrice générale de la Fédération de tennis, une rémunération de 36 000, enfin, presque 36 000 euros net par mois, donc plus de 40 000 euros bruts. On va en Donc, reparler, oui. et donc, je l'établis, sa rémunération est quasi identique à celle qu'elle a auparavant chez Carrefour, un groupe du CAC 40, l'un des groupes les plus puissants en France. Donc ça, c'est vrai que j'ai trouvé ça assez choquant. Je trouvais qu'il fallait en alerter les citoyens qui s'intéressent aux questions sportives, mais aussi aux questions d'éthique. Vous imaginez ce que ça représente? Donc c'est 10 000 euros de plus par mois que son prédécesseur dans la même Oui, fonction. c'est ça, parce que normalement, c'est 5 000 6 000 euros un salaire à ce poste-là. Dans les autres fédérations, d'après les indications que j'ai eues, la plupart perçoivent en net entre 6 000 et 8 000 euros net par mois.
les directeurs généraux. Et le plus souvent, dans les fédérations un peu pauvres, les gens qui sont directeurs généraux cumulent cette fonction avec la fonction de DTN, directeur technique national. Hein. Et j'ai trouvé que cette rémunération, donc sans proportion avec celle en vigueur dans les autres fédérations, était assez révélatrice d'un basculement de la fédération de tennis dans les logiques du sport business. Quoi, un peu, je me suis dit, tiens, la fédération de tennis est happée dans une bulle financière, comme l'a été avant elle la Fédération française de foot ou celle de rugby. Une bulle, et donc du coup, il y a des rémunérations. Alors, il y a peut-être une autre explication, je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de Moreton, mais tout le monde sait que Amélie Oudéa-Castéra n'est venue à la Fédération française de tennis que pour être ministre, donc ça lui a servi de tremplin. Et on peut imaginer que pour Moreton, Oudéa-Castéra, c'était aussi une sorte d'assurance, de protection. Donc, est-ce qu'on mesure le salaire de quelqu'un qui peut avoir cette force d'influence qui vous protège? Je ne sais pas, mais en tout cas, je trouvais que c'était une dérive très forte. Le salaire fait écho à plein de choses aussi dont on va parler tout de suite dans cette enquête, parce qu'il pose plein de questions en fait, et d'ailleurs que vous vous posez à la fin. On va commencer par la première partie de cette enquête, l'hémorragie sociale que vous décrivez. En fait, vous avez enquêté sur le nombre de départs sous plusieurs formes, des départs en retraite, mais aussi des licenciements. Qu'est-ce que vous avez trouvé finalement dans quelle est cette hémorragie sociale que vous décrivez? Écoutez, donc le chiffre parle de lui-même, de l'arrivée de Moreton février 2021 à fin décembre 2022. Il y avait donc 112 départs, tout compris départ en retraite, départ licenciement, départ au terme d'un accord contractuel. Voilà. Là, visiblement, ça a encore augmenté. On est sans doute à plus de 100, on est entre 130 et 140. Et donc, ça pose une question. Est-ce que dans une fédération sportive, est-ce qu'on vit sur un système, un peu le spoil system à l'américaine? Est-ce que management très agressif, quoi. Oui, donc une forme de capitalisme violent où le président arrive et il vient avec son équipe. Alors, admettons même que ce soit compréhensible. Moi, ça me choque parce que la plupart des gens, je ne parle pas des entraîneurs, mais la plupart des gens sont des salariés. Hein. Et donc, qu'il y ait cette rotation. Alors, je donne le chiffre par comparaison. L'année où arrive Giudicelli, 2017, il y a, de mémoire, je crois, je te donne le chiffre de 38. Oui, c'est ça. C'est ça, ce chiffre-là. Donc, imaginons même que ce soit un peu compréhensible, qu'un nouveau président arrive avec certains de ses proches. Là, ça n'a rien à voir. Et en plus, donc, il y a des gens qui sont mis dehors donc avec des indemnités colossales, parce que pour éviter d'être des poursuites devant le tribunal des prud'hommes avec des indemnités pour licenciement abusif, visiblement, on a sorti le chéquier et on a signé des indemnités très importantes. Ça, ce sont les licenciés aussi qui payent Ben évidemment, c'est les licenciés qui, soit grâce à leur licence, soit sous la forme des recettes de Roland-Garros. Hein. Et il y a donc ça a coûté énormément d'argent, et par ailleurs, ça s'est fait dans des conditions de brutalité sociale. Moi, c'est compliqué, c'est que les gens, la plupart, sont soit dans les procédures, dans les prud'hommes, et donc sont obligés de se taire, tant que c'est pas jugé, soit ils sont mis dehors, mais ils ont signé un accord contractuel, et donc dans l'accord contractuel, il y a l'obligation de confidentialité. Donc les gens ne parlent pas, donc les témoignages sont anonymes. C'est ça aussi qu'on sent dans votre enquête, c'est que vous dites au début, c'est une fédération de 400 salariés, il n'y a pas de syndicat, et on sent aussi une forme de peur. Il y a des mots dans votre enquête qui sont assez clairs. Peur. Il y a une citation. Alors, je crois que vous ne donnez pas le nom évidemment, mais il y a une purge. Il y a cette citation-là. C'est ça. Il y a une forme d'omerta aussi qui règne, un peu de climat de grande inquiétude qui règne à la FFT. Oui, parce que donc dans la brutalité, moi j'ai plusieurs témoignages de personnes, donc de salariés, à qui on a demandé de partir le jour même. Et du même coup, à l'instant même où on leur a annoncé qu'elles devaient partir le jour même, leur accès à l'ordinateur leur a été interdit. Et donc, c'est y compris leurs moyens de défense qui ont été annihilés.
Hein. Comment faites-vous pour vous défendre si vous n'avez pas accès à vos propres archives? Il y a ça. Donc, il y a eu plusieurs personnes de ce type-là. Il y a eu aussi la DRH qui avait elle-même commencé les licenciements, Qui a qui a été été elle-même licenciée. Ouais. happée par la machine terrible qu'elle avait mise au point. Et puis, il y a aussi deux personnes, deux jeunes femmes qui ont fait l'objet d'une notification de licenciement alors qu'elles étaient l'une et l'autre en arrêt maladie. Ce qui est illégal, sauf dans des cas très particuliers. Hein. Et donc, pour ces deux personnes, donc, il y a eu des alertes qui ont été faites au CSE, Comité social et économique de la Fédération. Le CSE a demandé à Gilles Moreton, qui est un cabinet d'audit spécialisé extérieur, qui fasse une mission d'expertise, qui évalue s'il y avait eu harcèlement moral, comme le reprochaient les deux salariés, et Moreton a refusé et a souhaité que ce soit une mission interne, ce qui est toujours moins avantageux pour les salariés. Hein. Il vaut mieux un organisme indépendant. Et lui, d'ailleurs, il s'en justifie dans votre. Il vous a fait une réponse hein, où il dit que voilà, vos affirmations sont fausses, mais il se justifie. Il se justifie par rapport au CSE. Il dit qu'en fait, c'est pour lui une manière plus efficace du CSE de travailler en manière interne. C'est ça qu'il dit en fait. C'est garder la confidentialité, c'est remettre le couvercle, voilà. Mais c'est curieux comme type de procédure et comme remarque. Par ailleurs, je sais que Gilles Moreton m'a mis en cause à plusieurs reprises ces derniers jours dans des réunions qu'il fait dans son Tour de France, en disant « mais Laurent Mauduit était anti-Giudicelli, je pensais que c'était un ami ». Moi, je suis journaliste, je me tiens Oui. toujours à distance. Donc, si j'ai écrit des articles critiques sur Giudicelli, c'était parce que c'était mon métier. J'observais le président de la fédération et là, je continue. Bon, voilà. Donc, ça dit peut-être aussi comment il envisage le fonctionnement des choses. Quand il oui, parle d'amis, on va en parler tout à l'heure de la notion d'amis et de la notion oui, professionnel. voilà. Donc, mais je pense qu'il devait avoir sans doute le même regard sur des salariés. Ils doivent être. S'il fait ça, je me mets dans sa mécanique intellectuelle, c'est Psychologie un qu'il petit peu. pense que les gens doivent être à son service. Alors que les gens ne sont pas à son service, ils sont au service de la fédération. Donc voilà, en tout cas, je trouvais que la violence sociale est tout à fait contraire à la promesse faite par lui de bienveillance. Hein. C'est vraiment l'inverse. Et donc, Amélie Oudéra Castéra était à l'époque directrice générale de la FFT. Ouais. Est-ce qu'elle a joué un rôle, elle, de ce mécanisme de licenciement? Mais écoutez, elle a mis en œuvre une partie de ses licenciements, puisque c'est de son temps et c'était de sa compétence. Et dans la répartition des rôles, alors je ne le dis pas dans l'article, mais c'est moi ce que j'ai compris, elle a un rôle très fort quand elle est directrice générale et Moreton acquiesce. Ensuite, les choses s'inversent un peu quand elle s'en va et qu'elle a une personne qui lui succède. Moreton reprend un peu vraiment son rôle de pouvoir beaucoup plus fort et la directrice générale est plus à son service. Et donc, en tout cas, elle a une responsabilité très forte dans les procédures sociales qui ont été engagées. Je fais un tout petit retour en arrière. C'est quelque chose que vous précisez au début de l'enquête, mais qu'on n'a pas évoqué, peut-être important, c'est que du fait de ses anciennes fonctions, Amélie Oudéra Castéra, en fait, la FFT n'est plus, le ministère des Sports n'exerce plus de tutelle sur la FFT. Qu'est-ce que ça Oui. signifie concrètement, ça? Ben, bon, donc ça, c'est fait pour éviter des conflits d'intérêts. Elle ne doit pas se mêler des affaires de la FFT, mais ça veut dire une chose, c'est que la FFT n'a plus de tutelle. Parce que juridiquement, la tutelle change. Elle quitte le ministère des Sports pour passer à Matignon. Mais vous imaginez bien qu'Elisabeth Borne, dans le contexte social tourmenté que traverse la France, a peut-être d'autres sujets de préoccupation que celui de la Fédération française de tennis. Donc c'est une fédération à l'abandon.
Et l'aspect C'est le assez sentiment qu'on a en tout cas, hein, quand on vous et lit. l'aspect doublement choquant, c'est qu'on voit bien que sur d'autres fédérations sportives, Amélie Oudéa-Castéra a une position très en pointe, qu'elle se fait une sorte de notoriété politique Il y a en même une disant sororité sur d'autres fédérations, en où il y a disant même quelque chose. il faut retrouver de la vertu, des comportements vertueux dans le foot et dans le rugby. Une Et grande elle se fait intervention. menaçante. Elle dit: «Il faut faire le ménage». Mmh. Et donc, voilà, donc du coup, on a envie de l'observer d'autant plus près dans son rôle à la fédération de tennis, où elle Mmh. n'a pas appliqué ce qu'elle demande aux autres. Les mêmes valeurs effectivement qu'elle demande en ce Ouais, moment, notamment ouais. au foot et au rugby. On va continuer donc à évoquer votre enquête avec la deuxième partie de cette enquête. On parlait des amis tout à l'heure, qui s'intitule Les remerciements pour service rendu. Alors, tout simplement, ces remerciements, c'est de la part de Gilles Moreton. Quand il arrive, en fait, il est président de la FFT. Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Quels sont ces remerciements dont vous parlez? Alors le plus spectaculaire évidemment, c'est Hugues Il y a un Cavalin, cas emblématique, ouais. hein, qui est très emblématique puisque, c'est grâce à lui, donc c'est le C'est Hugues proche Cavalin. de l'ancien président, Bernard Giudicelli, c'est lui qui trahit au cours de la campagne et qui amène, à Gilles Moreton les voix de la Ligue de Paris. Et donc c'est absolument décisif, c'est ça qui fait gagner, Gilles Moreton. Et donc, le remerciement pour service rendu est tout à fait spectaculaire puisque avant, Cavalin était, bénévole, trésorier bénévole. Il devient directeur de cabinet de Gilles Moreton. Parenthèse, le poste avant n'existait Voilà. pas. Un président de fédération a un cabinet, c'est comme un ministre. Je veux dire, moi, ça Oui, me ce nom est très, moi, quand j'ai lu l'enquête, m'a surpris. Et d'ailleurs, l'équipe, je crois que ouais, l'équipe a fait un papier pour dire, c'est très surprenant, ouais, ce poste qui n'existe dans aucune autre ouais, fédération. Enfin, c'est assez surprenant. ouais, 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 ouais. Hem Et donc, il l'installe comme directeur de cabinet, et au bout de 15 mois, Cavalin s'en va, heu et donc, il n'est pas remplacé. C'est bien la preuve que le poste ne servait à rien. En tout cas, c'est la question qu'on peut Si au bout de légitimement 15 mois, en tout cas, on peut légitimement se poser la se question de poser. savoir, Voilà. Donc ça, c'est l'aspect le plus emblématique. Heu, donc est-ce café qu'il y en a eu Cavalin. d'autres de ce type? Vous Oui, il y savez? en a eu, Ouais. enfin, d'autres, ça a été plus alors je donne pas les noms parce que Oui, mais je veux pas jeter mmh, l'opprobre sur tel ou tel, mais il y a eu, mmh. une vingtaine ou une trentaine de missions, un journaliste de France Télé qui a eu un petit hocher pour refaire une page Facebook, tel autre qui a eu telle autre mission. Il y a eu une mission pour, faire une évaluation, de la communication de la fédération et du comité exécutif, C'est pas la hein. même chose, mais bon, Il y a il y a aussi eu des joueurs de tennis, des anciens connus qui ont regardé l'environnement de Moreton. Il y a Di Pasquale qui a été enrôlé. Bon, voilà, beaucoup. Voilà, mais c'est ce système de remerciement pour service rendu qui est un petit peu, je trouve, choquant. On passe tout de suite donc à la troisième partie de cette enquête. Vous avez parlé de Di Pasquale, là aussi, il intervient, en tout cas, il est cité dans cette partie, euh, qui va, je suppose, intéresser vraiment nos abonnés parce que nous, c'est aussi quelque chose sur la chaîne dont on a beaucoup parlé, cette privatisation du tennis, qui, nous, sur la chaîne, nous inquiète en tant que fans, tout simplement. Cette partie donc s'appelle Tractation secrète autour des droits TV de Roland Garros. C'est une partie donc qui, je le rappelle, hein, je pense que les abonnés sont au courant, mais évidemment, en 2021, Roland Garros a cédé une partie des droits TV à Amazon Prime pour les sessions de nuit. Et donc, c'était quand même un changement majeur. Je crois que vous l'aviez écrit, vous avez fait un papier sur la privatisation du tennis et du foot, mais c'était un changement majeur pour les fans de tennis, puisque il y avait voilà, cette mission d'intérêt général qui était assurée avant par la coopération donc, entre France TV et la FFT. Mais aujourd'hui, voilà, il faut payer désormais pour pouvoir voir des grands matchs. Hein. On se souvient du Nadal Djokovic. Et vous revenez là sur une
nouvelle tractation, mais voilà, une prévision en fait de tractation. Ouais. Ah, on Puisque n'a pas pas l'aboutissement de la prévu. tractation, des tractations, hein. On sait juste qu'au moment du mondial du paddle à Doha, il y a eu une rencontre entre Moreton et donc le président du PSG, qui était aussi le président de la holding de tête qui englobe la chaîne qatari Bein, hein, et que dans le débat, il y a eu est-ce que Bein, donc la chaîne qatari, est-ce qu'elle prend le relais d'Amazon pour les 3 années suivantes? Alors, ça pose deux questions. Une question de procédure au sein de la Fédération française de tennis. Sous l'ancienne présidence, donc celle de Judy Shelley, qui avait attribué à Amazon les droits de retransmission pour les séances nocturnes de Roland-Garros, il y avait une procédure assez particulière avec une sorte de sous-commission du comité exécutif qui avait mandat pour faire un appel d'offres, qui n'était pas obligatoire. La loi C'est pas n'oblige obligatoire dans ces questions, ouais. dans ces La questions-là, ouais. seule chose, c'est que faisant ça, ils considèrent que ça met plus de pression sur les diffuseurs potentiels et ça fait monter plus les enchères. Et donc, la règle, bien évidemment, c'était que les organisateurs de l'appel d'offres n'aient pas de contact avec les diffuseurs potentiels. Et donc, du coup, dans mon enquête, quand je fais ce qu'on appelle dans notre jargon journalistique le contradictoire, donc j'interpelle Gilles Moreton, je lui demande ce qui s'est passé. Vous avez observé que sur ce point, il n'y a pas de réponse, aucune. Où nous en sommes? Donc, c'est visiblement le domaine réservé du président de la fédération. Et Et ça ça pose fait écho à quelque chose que vous évoquiez au début et qui concerne là du coup tous ceux qui sont notamment licenciés, qui sont fans de tennis, mais ça concerne le caractère démocratique de la chose, le fait que finalement nous en tant que licenciés, on n'a pas de pouvoir, on n'a aucun droit de ouais, regard. En tout cas, c'est même ouais, pas mis sur l'espace public. ouais, Le fait de tout simplement de pouvoir regarder Roland Garros, qui est ouais, à un moment normalement de fête populaire du tennis. ouais. Parenthèse, Gilles Moreton avait promis que les licenciés voteraient pour le président de la fédération, dans ses promesses de campagne, hein, ce qui a été oublié. Alors, ça, c'est le premier débat sur la procédure, pour empêcher